soir. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir prendre la parole sur Europe 1 pour parler de vous et pour dialoguer entre vous. Jusqu'à 1 heure, Assiba et Paul sont au 39 21 pour vous accueillir avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez aussi nous adresser vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Alors, par où commencer? Tout d'abord, voilà, je suis jeune, j'ai une vingtaine d'années. Oui. Et je suis avec une personne depuis 2 ans et demi. Mhm. Une personne qui a 10 ans de plus que moi. D'accord. Avec qui tout se passe bien. Oui. Le seul, enfin, avec qui tout se passe bien. C'est-à-dire que c'est une personne très respectueuse, qui m'aime pour ce que je suis et qui est très honnête vis-à-vis de moi et avec qui je rencontre pas les galères typiques des couples en général. Et le seul souci, c'est que j'ai ce besoin depuis que je suis avec cette personne de vivre d'autres histoires à côté qui viennent en complément de ce que je ne vis pas avec cette personne. D'accord, oui. Donc vous lui êtes infidèle parce que finalement c'est un peu... Alors c'est une personne qui est casanière, qui ne sort pas, qui ne m'accompagne pas dans ce que je peux faire en dehors. Oui. Et puis, on ne fait pas grand-chose ensemble. Vous vous ennuyez un peu avec lui? Complètement. Ah oui, ça c'est embêtant. Complètement. Donc en fait, en revanche, il n'a pas de problème, il accepte bien que vous sortiez de votre côté. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Voilà. Mais ça veut dire que lui, vous avez des amis en commun, vous? Non. Ah oui. Non. Lui n'a pas d'amis, ça lui convient de rester comme ça quand il a fini son travail, de rester dans l'appart ou à la maison. Voilà. Bon, déjà, il a une situation professionnelle très particulière, qui exerce un beau métier, mais qui pour le moment manque de... Il n'a pas de carnet d'adresse, si on veut, ce qui fait que pour le moment, il n'en vit pas encore. Et ce qui limite aussi, du coup, les possibilités de sortir, de faire d'autres choses à côté, en parallèle. Donc, il y a cet aspect financier-là d'un côté, et d'un autre côté, il y a aussi, comment vous expliquer ça, le fait que ce soit une personne qui soit casanière, quoi. Oui, c'est-à-dire que l'ennui explique quand même pas mal de choses dans votre situation. Parce que vous êtes très jeune, hein. Vous êtes très jeune pour vivre. Alors après, comme vous le dites, c'est une question de personnalité. On peut avoir 20 ans et être déjà... avoir un tempérament casanier, après tout, et avoir 50 ans et être très liant, aimer sortir. Vous voyez, c'est pas seulement une question d'âge, hein. Bon, mais alors, pour autant, vous pourriez aimer sortir, vous amuser, voir vos amis, sans pour autant le tromper. Vous voyez, avoir des relations avec d'autres hommes. Donc il y a aussi quelque chose qui vous manque avec lui, c'est-à-dire l'essai de s'amuser. C'est quelqu'un de très sérieux. Ouais, trop sérieux. Très sérieux. Trop sérieux pour vous en tout cas. Pour moi. Voilà, c'est ça. Je dis pas qu'il est trop sérieux en général, mais pour vous. C'est ça. Et j'aime rigoler, j'aime m'amuser, j'aime bien dire des bêtises.
en rire et c'est vrai qu'avec le temps on sent le décalage, mais après je veux dire on s'aime quand même et même si on n'a pas de projet concret. Mais pourquoi vous restez finalement avec lui? Parce que c'est vrai que vous l'avez présenté comme quelqu'un qui est très respectueux, qui vous dites vous ne rencontrez pas de galère avec lui, mais vous êtes très jeune. Qu'est-ce qui fait que vous éprouvez le besoin déjà d'être dans une relation stable? Enfin, 2 ans et demi, c'est long à votre âge. Qu'est-ce qui fait que vous avez éprouvé ce besoin-là de stabilité avec quelqu'un avec qui vous vous ennuyez? Bon, alors après, les choses ont évolué aussi avec le temps, mais c'est vrai que depuis le départ, on n'est pas non plus, je dirais. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui comme on a été dès le départ. Il n'y a pas eu d'évolution en termes d'aménagement. On n'a pas emménagé ensemble, on n'a pas de projet de fiançailles ou de mariage ou de n'importe. Enfin, c'est pas forcément ce que je recherche maintenant, mais non, mais c'est pas stimulant qu'il n'y ait pas de projet. Voilà, je suis d'accord avec vous. À une relation, il faut quand même la nourrir, apporter un peu d'énergie. Ah oui, c'est vrai que si ça bouge pas, que ça donne le sentiment de tourner en rond. Donc, tout à fait, 2 ans et demi, c'est vrai que c'est un moment. C'est-à-dire qu'il faut la faire vivre. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des projets ensemble. C'est-à-dire, sinon, vous tournez un peu à vide. Alors, en plus, avec quelqu'un qui est casanier. C'est-à-dire, vous êtes que dans... Finalement, donc vous vivez chacun... vous êtes chez vos parents encore ? C'est ça. Donc lui a son appartement ? Voilà, dans lequel j'ai ma place. Pareil, dans la limite du raisonnable par rapport à c'est tout bête, mais bon, je peux pas y mettre les objets de décoration que je veux. Je peux pas... Oui. C'est quelqu'un qui est très simple, qui aime les choses simples, qui vit de choses simples, de boire un café avec un ami, qui lit son journal, qui va faire son petit footing, qui est très rangé. Mm-hmm. Et à côté de ça, là j'ai eu des clics avec une autre personne avec qui je m'amuse énormément. Oui. Et avec qui je sais qu'il n'y aura pas de lendemain. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Sa situation à lui ne lui permet pas. C'est un homme à femme, quoi, en gros. Ah oui, d'accord. Il a le même âge que vous, lui ? Non, pareil, il semble plus. Il a une 30aine d'années. Voilà, c'est ça. Mais lui, c'est un séducteur. Et un bon vivant, surtout. Un bon vivant. Oui, donc tout l'opposé. Tout l'opposé. Tout l'opposé. Mais après, c'est pas ça le souci, c'est pas cette personne-là. C'est comment dire, c'est ce qu'elle réveille en moi, quoi. Oui. Quoi ? C'est-à-dire, quelles questions vous posez ? J'en suis à un stade où je suis pas du tout fière de ce que je fais. Et de ce fait-là, j'en suis à presque prendre le risque de renoncer à une personne qui est très bien pour moi, avec qui je pourrais avoir une vie très, très paisible et bien. Une vie simple, une vie calme, heureuse, bâtie sur un bonheur simple, pour finalement aller peut-être m'amuser, le regretter d'ici quelques années, vivre ma jeunesse, mais le regretter dans quelques années. Parce qu'on ne vit pas que des amis et des soirées et de la fête, quoi. Non, mais évidemment, mais c'est un peu, c'est comme si vous teniez, enfin, le discours là de vos parents, enfin, vous voyez, d'adultes, de dire attention, ma fille, tu vas le regretter. T'as trouvé un garçon qui est très bien pour toi, qui est sérieux, qui t'offre finalement un avenir, et tu vas t'amuser avec quelqu'un qui n'a rien à t'offrir. Mais est-ce qu'après tout, c'est ce que vous recherchez là ? Vous avez une vingtaine d'années. C'est même pas moi que j'ai envie de mettre en avant. C'est la relation que j'ai avec cette personne. Mais est-ce qu'elle vous correspond tant que ça ? C'est ça, cette relation ? Puisque finalement, oui. Enfin, autant il y a des périodes où je me calme et j'arrive à me satisfaire de tout cela, et au contraire je le vis super bien et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et autant il y a des périodes où j'en peux plus, j'étouffe. Ben voilà.
Et c'est dans les périodes où j'étouffe qu'à chaque fois, je me tourne vers une autre personne. Mais oui, ça a quand même un sens. C'est-à-dire que je trouve que vous vous culpabilisez trop dans cette histoire. Comme si vous étiez mauvaise de réagir comme ça. Or, vous l'avez dit, c'est que vous avez ce besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas dans votre relation. Non, mais je culpabilise énormément. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûre de moi. Et pour moi, c'est pas un couple, c'est pas ça. Surtout quand on a une personne en face de nous qui est honnête et qui est sincère et qui fait tout pour vous. C'est-à-dire que là, je suis pas sûre qu'elle. Oui. Oui. Dans ce qu'il peut faire, il le fait oui, certainement. Certainement. Mettre en tout cas du moins la meilleure des volontés, quoi. Mais peut-être que vos personnalités ne sont pas faites pour aller ensemble. C'est-à-dire que lui, il a besoin cette routine, ce quotidien le rassure, le sécurise. Et vous, bon. Et puis c'est ce qu'il recherche surtout. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui certainement doit beaucoup l'apaiser. Vous voyez, il a besoin de quelque chose comme ça, de répétitif, qui lui apporte une sécurité intérieure, un apaisement. Alors vous, il y a des moments où vous vous dites c'est important d'avoir, vous avez trouvé quelqu'un qui vous aime, mais il manque quand même ce côté un peu de, il est quand même pas, il vous propose rien non plus. Enfin, vous voyez, il a 10 ans de plus que vous. Quand il sent que j'en peux plus et qu'il y a certaines choses qui me tiennent à cœur, il va essayer de faire en sorte que on se retrouve à un moment donné dans quelque chose qui me plaît à moi. Mais voilà, mais pour ça, il va falloir que j'en passe par des longues conversations durant lesquelles je lui explique que voilà, j'en peux plus. Et qu'il faut que mais vous vous rendez compte, Vanessa, il faut vraiment à chaque fois tirer le signal d'alarme. Et puis à un moment, il va réagir parce qu'il a envie de vous faire plaisir. Ça, je n'en doute pas. Je ne doute pas du fait qu'il est très amoureux de vous et qu'il a envie de vous faire plaisir. Mais sa véritable nature reprend le dessus. Et je veux dire, si vous vous ennuyez au bout de 2 ans et demi, vous vous imaginez faire votre vie avec ce garçon ? C'est ça. Donc, quand vous dites le discours que vous tenez en disant oh là là, vraiment, j'ai quelqu'un de bien pour moi et je passe peut-être à côté de quelqu'un, enfin, je sais pas, de l'homme de ma vie, je vais le regretter parce que je suis en train de m'amuser à côté. Mais après tout, pourquoi pas ? Parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être amoureux de vous et qui aura peut-être, qui sera sincèrement amoureux de vous, mais qui aura peut-être un petit peu plus de fantaisie, qui prendra peut-être un peu plus d'initiative et qui aura peut-être un peu plus de fantaisie. Alors évidemment, là, vous avez choisi comment ? Ça se fait rare. Non, mais il est clair que parfois, concilier quelqu'un de très fiable et là vous avez quelqu'un de très sérieux, quelqu'un sur qui vous pouvez compter visiblement, et vous pouvez pas non plus. C'est vrai qu'on peut pas tout demander, mais il n'empêche, vous pouvez avoir quand même quelqu'un qui va être amoureux de vous, sur qui vous pouvez compter et qui a de l'humour. C'est pas non plus incompatible. Vous voyez, vous pouvez pas demander dire quelqu'un qui, dans le sens de sérieux, sérieux dans le sens de sur qui on peut compter, et qui néanmoins sait faire preuve d'humour. C'est pas impossible, ça. De l'humour, il en a, mais par exemple, il va pas vouloir m'accompagner dans mes sorties avec mes amis. Ouais, mais ça, c'est ça, quoi. Alors peut-être parce que justement aussi, il y a ce décalage. Vos amis, ils ont 20 ans comme vous. Mais même. Oui, tout à fait. Mais parce que après tout, il pourrait avoir des amis, vous présenter les siens, aller aussi à 30 ans, on va encore dans des soirées. Comment ? Les siens sont comme lui. Ben oui, c'est ça. On a aussi des amis qui nous ressemblent, hein, souvent. Exactement, c'est ça. Enfin, pas toujours d'ailleurs. On peut avoir des amis un peu différents parfois, mais justement, on peut être complémentaires aussi. Mais si ses amis sont comme lui, assez casaniers. Mais et en plus de ça, il y a une différence de religion, il y a une différence de culture, il y a une différence d'âge. Ah, ça fait beaucoup, hein.
Non, alors c'est peut-être pour ça que vous avez été très attiré par cet autre garçon qui, lui, est radicalement opposé. Il aime s'amuser, il aime sortir, c'est un homme à femme. Donc quand vous dites il n'y a pas d'avenir avec lui, mais est-ce que vous avez vraiment envie de... Qu'est-ce que vous voulez au fond ? Vous voulez tout de suite vous être en couple ? Non, mais moi je recherche simplement quelqu'un avec qui je puisse voyager, avec qui je puisse m'amuser, avec qui je puisse vivre des moments avec mes amis et les siens. Et enfin voilà. Ben, ça doit pouvoir se trouver, ça. Oui, ça devrait pouvoir se trouver. Bah, oui, quand même. C'est compliqué quand même à trouver. Bah, vous m'avez l'air très sociable. Vous êtes séduisante, vous n'avez pas de mal à rencontrer des hommes, ça devrait quand même, voyez ? Pourquoi vous vous accrochez ? Pourquoi vous restez dans une relation qui finalement, vous êtes attaché à cet homme, vous êtes attaché à ce qu'il est, à l'amour qu'il vous porte. Mais j'arrive pas à le quitter. Oui, mais vous n'êtes-vous pas... J'ai ce sentiment, je vous coupe, hein, excusez-moi, j'ai ce sentiment de quasi d'abandon. C'est-à-dire que peut-être que lui, sa vie, déjà je sais que ça lui fera énormément de mal, hein, je le sais. Et ça, c'est difficile à prendre en charge. Et je me vois pas, j'aurais trop peur d'avoir énormément de regrets. Oui, mais vous dites vous-même, bon, alors je reprends, et pourtant je vous dis, il faut pas culpabiliser, vous culpabilisez trop quand vous dites je suis pas fière de moi, dans ce que je fais et tout. Après tout, bon, je vais aller dans votre sens, là, et je vais dire, vous pensez pas que lui aussi, puisque vous parlez de sentiment d'abandon, qui mérite mieux que d'être dans une relation comme ça, où au fond, vous êtes là, et puis en même temps, à côté, vous avez d'autres relations, et voyez, autant, si à un moment, il faut peut-être... avec un petit S quand même, à la fin. D'autres c'est quoi un petit S? D'autres, c'est une ou deux autres relations. Hein. Oui, bon, mais j'ai bien compris, mais si vous voulez, c'est une espèce de compromis, parce que vous n'êtes pas bien, vraiment, dans cette relation. Donc, l'abandonner, attendez, c'est pas un enfant. Je sais. C'est pas un enfant. Donc, si, je veux dire, à un moment, vous avez le droit aussi, quand on n'est pas bien dans une relation, on a le droit de partir. C'est un homme qui a 30 ans. Il trouvera peut-être, oui, il y a un moment où parfois il faut perdre pour trouver quelqu'un qui peut-être nous correspond mieux. Voyez ? Donc, et c'est peut-être pareil pour vous. Donc, est-ce que vous n'êtes pas plus attaché à l'amour qu'il vous porte qu'à vous aussi ? Parce que ça vous sécurise aussi. C'est exactement ça. Je suis attachée à l'amour qu'il me porte. Bon. C'est par ça que je l'aime. Oui, moi je pense. En vous écoutant, oui. Oui, mais vous trouverez, je veux dire, c'est parce que aussi c'est la première histoire importante pour vous, certainement. Non. Bon. Non. Vous avez déjà un vécu important. J'ai déjà. Alors vous voyez qu'on peut vivre. Et puis je suis déjà sortie, et puis j'ai un peu plus qu'une vingtaine d'années, hein. Il a un peu plus qu'une trentaine. D'accord. J'ai bon, alors vous aurez d'autres... Je connais le monde, je suis pas en train de le découvrir. Non, mais ça s'entend que vous avez une maturité. On peut déjà avoir une maturité même à 20 ans, hein, de toute façon. En tout état de cause, c'est sûr que voilà, j'en suis à un stade où je me dis, il mérite pas que moi je fasse ça. Il mérite pas quelqu'un comme moi, quoi, finalement. Ça en est à ce stade-là. Mais par contre, lui dire que... Mais vous n'êtes pas obligé. Je sais même pas comment lui il ne s'agit pas de le blesser, il ne s'agit pas de dire que forcément, de lui parler de vos infidélités, mais de dire que cette relation... Vous pouvez dire que finalement, depuis 2 ans et demi que vous êtes ensemble, vous avez l'impression que ça tourne... vous avez le sentiment que ça tourne en rond, que ça n'évolue pas, que cette relation n'évolue pas, et que ça a fait que... vous êtes un peu détaché. Vous avez eu de longues discussions avec lui, hein, quand même. Oui, tout à fait. Bon, tout à fait. donc et puis à chaque fois que je lui dis ça, c'est comme si je le renvoyais à sa propre situation. Donc c'est remuer finalement le couteau dans la plaie et lui redire ma fille. Moi je trouve. Et peut-être vous lui demandez des choses qu'il ne peut pas vous apporter.
Donc finalement, vous le faites davantage souffrir en demandant, en mettant tout ça sur la table, parce que demander à l'autre ce qu'il n'est pas à même de nous apporter parce que ça fait pas partie de lui, c'est finalement le faire plus souffrir parfois que de le quitter. Donc réfléchissez-y quand même. Il y a un petit mail du suricate masqué qui dit « Vous n'auriez pas été attiré par un inconnu qui plus est, vous savez qu'il ne vous offrira aucun avenir, si vous aviez été parfaitement comblé dans votre couple, même si votre compagnon est quelqu'un de bien, il est peut-être tout simplement pas celui qui vous convient. Et ça n'enlève rien à ses qualités par ailleurs. Donc évidemment que c'est plus difficile de quitter quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais on ne reste on quelqu'un parce que en général il nous fait du mal. Pas seulement. Pas seulement. On a le droit de quitter quelqu'un aussi parce qu'on n'est plus amoureux. Ou plus assez, ou plus, c'est important. On reste pas simplement avec quelqu'un parce qu'il est gentil, parce qu'on a peur de lui faire du mal. Ce sont pas des bonnes raisons. Et surtout, vous vous rendez compte, surtout à votre âge, quoi, un peu plus de 20 ans. Enfin, quel avenir vous préparez? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, et si, à 30 ans, et si cet homme est entré, cet autre homme est entré dans votre vie et que vous commencez qu'en plus à avoir des sentiments, c'est que il y avait de la place pour lui. Le suricate a raison, c'est il y avait de la place pour lui, il y avait du manque. Donc pensez-y et puis après vous prendrez un peu vos dispositions, je pense. Merci de votre appel en tout cas. Merci à vous. Au revoir Vanessa. À tout le monde, au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. Bonsoir Anne. Anne, ma sœur Anne. Pardon. Non. Mais non, tout va très bien. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je sais que je passais après le journal, c'est pour ça que... Après le journal Non. Vous pensiez avoir encore une bonne demi-heure devant vous? Devant moi, mais au contraire, c'est avec grand plaisir que je vous entends, que je peux parler avec vous et que comme je le fais tous les soirs, en tout cas pour vous entendre et pour vous suivre, c'est toujours très, très intéressant. Et puis on se sent moins seul, on a l'impression qu'on est dans une grande famille et c'est bien agréable. Ah ben merci beaucoup. Ben justement, vous vouliez parler un peu des angoisses de la solitude, surtout par rapport à l'âge, c'est ça? Voilà, par rapport à l'âge. Alors c'est vrai qu'on a bien souvent un état d'esprit et une mentalité plus jeune que le corps qui commence un peu à trahir, arrivé à un certain âge. Alors je vais être obligée de vous demander votre âge. Je sais que ça ne se fait pas normalement. Tant pis, on va le faire. J'ai 57 ans. Oui. Voilà. J'ai 57 ans, mais je ne sens pas 57 ans. J'ai encore une ado à la maison et je crois que ça fait beaucoup. Ah oui. Relativement tardivement, voilà. Oui. Qui est au lycée, donc. Elle a quel âge? Elle va avoir 15 ans. D'accord. Ah oui, c'est une jeune ado. Voilà, c'est une jeune ado et moi j'ai travaillé pour la France un peu tardivement. Bah c'est bien, oui, c'est bien. Mais ça maintient jeune, ça. Ça me maintient jeune. D'avoir comme ça des ados autour de soi, parce que ils vous font pas de cadeaux en général. Et puis mais en même temps, c'est bien d'en être dans cet univers-là. Enfin, non, vous trouvez pas que ça? Ah oui, tout à fait. Pour moi c'est magnifique. Hein. C'est pas du tout mon bâton de vieillesse. C'est pas du tout le mot que j'utiliserais. C'est que du bonheur parce que je suis dans le coup, je pense. Oui. Je suis dans le coup et j'ai pas le choix. Je l'ai toujours été et bon, ça va continuer encore un petit moment, hein. Je l'espère. Donc vous l'élevez seule? Je l'élève seule. Oui. Je suis divorcée depuis déjà où elle avait 4 ans. Hein. D'accord. La petite avait 4 ans. Donc je l'élève seule et doublement seule parce que le père est complètement abandonnant. Donc je suis le papa, je suis la maman, je suis un petit peu tout. Oui. Et comme je vis depuis 20 ans dans une région qui n'est pas du tout ma région d'origine, j'ai pas de famille non plus autour de moi. Ah oui. Donc c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Bon, je vais voir ma famille assez régulièrement, mais nous sommes à 900 km, donc c'est pas évident. Il faut tenir compte des vacances scolaires, Et c'est un choix que vous avez fait de vivre comme ça loin par rapport à votre travail? Non, j'ai quitté ma région d'origine parce que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants. D'accord.
voilà, donc je l'ai suivi en fait. Mais ça n'a pas bien tourné puisque ça s'est terminé par un divorce. Et comme mes 2 filles, puisque j'ai 2 filles en fait, sont nées ici à Côte d'Azur, qu'elles avaient leur repère, que moi je m'étais bien habituée à la météo plus que Clémente. Ah ça, oui, je vous comprends. Oui. Il fait encore bien bon actuellement d'ailleurs. Oui. Voilà, je suis restée, j'avais pris mes marques, puis à mon travail aussi. Oui. Donc, oui, vous vous y sentiez bien. Ah, oui, je m'y sens bien, tout à fait. J'y ai quand même pris mes marques. En tout cas, je me sens chez moi aussi. Je me sens chez moi. J'ai pas la nostalgie de retourner et le désir de retourner, je dirais d'où je viens, même si lorsque j'y vais, c'est avec plaisir. Mais je suis contente de rentrer à la maison. Oui. Voilà. Mais néanmoins, oui, je travaille beaucoup. Oui. Donc entre mon travail, ma fille, mais qui est quand même relativement présente, même si ayant élevé mes enfants tout seul, je les ai rendus autonomes très rapidement. Il n'y avait pas le choix. Avec une maman qui travaille, il faut être capable de se faire à manger, et elle le faisait depuis l'âge de 10 ans. Voilà, il faut... on se débrouille, hein. On grandit peut-être un petit peu plus vite d'ailleurs. Mais bon, j'avais pas le choix. Et les années passent. Vous n'avez jamais songé finalement à avoir un compagnon, enfin à trouver, puisque le père, vous êtes séparés du père, et la petite, elle avait 4 ans, donc elle avait 4 ans, entre non, 4 ans. J'ai eu un compagnon pendant plusieurs années. D'accord. Et puis ça s'est pas bien terminé. En fait, c'est à peu près la même histoire qu'avec mon ex-mari. Je suis tombée sur 2 hommes extrêmement coureurs. Voilà. D'accord. Extrêmement coureurs. Et on pardonne une fois, et on pardonne 2 fois, et puis on se lasse. Et voilà. Donc je suis en fait seule que depuis 2 ans. Oui, c'est récent. Oui. Oui, c'est récent, mais arrivé à un certain âge, les années comptent double. Disons que si j'étais depuis 2 ans, mais que je vous annonce que j'ai 42 ans, ça me paraîtrait tout à fait différent. Là, c'est pas pareil. Vous avez peur vous avez peur que ce soit un obstacle à faire des rencontres, que votre âge soit un obstacle? Ah oui. Pourquoi vous le ressentez comme tel je le ressens parce que je me suis inscrite sur un site de rencontre. Oui. Ben oui, c'est bien banal ce que je vous dis, mais enfin courant, disons, oui. Voilà, courant. Oui. Et en fait, je suis complètement désappointée. Voilà, je disais au moins ce mot. Oui. Désappointée parce que les contacts que j'ai, les personnes qui prennent contact avec moi sont en fait de 2 catégories. Oui. Soit des jeunes hommes de 25 à 35 ans, oui, et qui affichent clairement leurs intentions, ou rapidement leurs intentions, oui, d'une aventure, d'un soir. Alors que vous indiquez clairement votre âge. Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, je ne triche même pas de 6 mois. J'indique clairement mon âge, mais je crois que c'est le phénomène cougar. Le phénomène cougar, et puis dans les vieux pots, etc. On va pas être... je vais pas être triviale, mais j'ai l'impression que c'est ça. Oui. Je sais pas. J'imagine. Je sais pas. Je sais pas, il y a toujours eu, vous savez, des hommes, avant qu'on parle des cougars, j'aime pas beaucoup ce terme d'ailleurs, parce que je sais pas bien. Oui, il y a le côté chasse et tout qui... On n'a pas de... pour les hommes, on ne dit pas ça, alors que c'est là aussi, les hommes ont toujours été avec des femmes plus jeunes. Et donc, il y a toujours eu des hommes plus jeunes qui aimaient les femmes matures, les femmes mûres. Donc, ça a toujours existé, bien avant qu'on parle des cougars. Simplement, maintenant, on le voit plus à travers les sites de rencontres, mais ça a toujours existé. Et pas seulement, vous voyez, par rapport à, contrairement à ce qu'on pense, à des rencontres sexuelles, c'est bien autre chose qu'ils viennent chercher. Et pas forcément une maman, d'ailleurs. Là aussi, il faut sortir du cliché. Oui, je pense que c'est plus complexe. C'est plus complexe, d'ailleurs, que ça. C'est certainement complexe, mais voyez-vous...
je suis très jeune d'esprit, mais je crois qu'au niveau d'une relation affective, voire plus, je ne sais pas ce que j'aurais à dire à un jeune homme de 30 ans. Je pourrais être... j'ai des neveux de cet âge-là. Oui, je oui, suis je une comprends. vraie copine pour eux. On discute, ils me racontent leur chagrin d'amour, leurs histoires. Pour certains, Oui. j'en sais plus que les parents. Mais voilà... Oui, mais oui, je comprends. Vous vous sentiriez... ça vous renvoie trop à l'image de vos neveux, enfin ça créerait un sentiment un peu de malaise, quoi. Oui, complètement, complètement. Et donc deuxièmement, je suis contactée par des messieurs qui sont autour de 70-75 ans. Ah oui, d'accord. Et oui, là, alors, je m'excuse pour ces messieurs si certains écoutent, évidemment, mais bon, voilà, j'en ai 57 et ça me plombe, quoi. Voilà. Oui, ça vous met le cafard. Oui, je comprends. Ça me met le cafard. Oui. Où sont les hommes de votre génération, alors, ou les 45, 50 ans? Les hommes de ma génération, semble-t-il, cherchent en fait des femmes autour de 40-45 ans. D'accord. Donc je suis dans aucun créneau. J'ai l'impression que je suis condamnée à une certaine... Et si vous trichiez un peu sur votre âge? J'aime pas dire ça d'habitude, mais après tout, parce que ça se trouve, il se fixe trop sur l'âge. Tout le monde le fait, paraît-il. Vous voyez, et peut-être vous bloquez des possibilités. Alors que après tout est une question de, vous voyez, parce que quand on se rencontre dans la vie, on se plaît pas, on n'est pas à 2 ans près, c'est ce qui plaît c'est ce qui se dégage d'une personne, quoi. C'est alors que je vais dire 50, si vous disiez, je sais pas moi, que vous ayez 52 ou 57, qu'est-ce que ça change? Les hommes trichent aussi. Vous voyez, tout le monde triche sur ces sites. Oui. Il paraît que tout le monde triche. Mais oui. Et finalement, ceux qui trichent pas, ils se font. C'est eux qui sont pénalisés. Mais c'est ça qui est le problème. C'est vrai. En même temps, je me dis que non, mais je vous dis pas de tricher disons, de 15 ans ou de 20 ans, mais parce qu'après c'est un non-sens. Mais on sait que l'âge, il y a un côté, il y a des. Aujourd'hui, voyez, on se dit oh là là, oui, les gens font plus leur âge en général. Non, mais c'est ce qu'on me dit, je ne sais pas mon âge. Donc après, si on s'arrête à ça, il y a des gens qui vont dire ah non, ils s'arrêtent juste à l'âge, ils vont dire non, là c'est pas possible, c'est pas dans ma catégorie, et paf, ils vont passer à côté, alors que parfois ils peuvent passer à côté d'une belle rencontre. Et je trouve, comme j'entends beaucoup tout le temps, les gens s'enlèvent quelques années, bon, et ceux qui ne le font pas, ben oui, c'est ceux qui, du coup, c'est ceux qui s'en trouvent pénalisés, c'est un peu dommage. C'est dommage. En même temps, si vous voulez, j'ai les 2 plus grandes histoires d'amour de mon existence ont capoté pour des mensonges, des cachotteries, Oui, des mais tricheries. c'était lié à des infidélités. Voilà. C'est pas la même chose. Voyez, c'est pas la même. Oui, je comprends votre besoin de vérité. Et c'est pour ça que quand je vous ai dit si vous trichiez, j'aime pas non plus. Je suis pas là à dire qu'il faut tricher, mais c'est pas un mensonge qui si c'est un mensonge qui vous permet de rencontrer l'autre sur quelques, ça vous mettrait mal à l'aise de démarrer là une relation sur un mensonge, c'est ça? Un petit peu. Oui, franchement, Caroline, un petit peu. Oui, je comprends. C'est pas... Oui, de commencer à dire je vous ai menti. Mais imaginez peut-être que d'ailleurs sur les 25-35 ans qui vous contactent, il y en a peut-être qui ont, je sais pas, 45. Vous savez pas. Et ça se trouve, vous dites non, il est trop jeune pour moi. Et puis peut-être qu'au fond, vous passez à côté d'une super rencontre. Qui sait? Mais voyez. Alors vous êtes en train de me dire de répondre à tout le monde et puis de voir. 25, ça se trouve, il en a 50. Vous pouvez pas savoir. Non mais. Alors. Et ceux de 40 demandent petite plume, ils sont où alors? Parce que ceux de votre âge, ils veulent des femmes de 45 ans. Alors ceux de 40, ils veulent qui, eux? Ceux de 40, ils veulent des femmes de moins de 30. Hein. Voilà. Alors chacun veut au moins des femmes de 10 ans de moins, quoi. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors vous voudriez rencontrer des hommes de votre âge, à peu près? Voilà, de mon âge, qui soient éventuellement encore actifs ou pas d'ailleurs, c'est même pas le souci. Ouais. Mais je dirais entre 50 et...
allez, et 60, bon, voilà. Dans cette décennie-là, ce serait... Donc il faudrait que vous disiez que vous avez, pour rencontrer des hommes de votre âge, alors selon les critères, il faudrait que vous disiez que vous avez 45, quoi. Oui, ça fait... Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Alors, vous vous rendez compte Ah, bah écoutez, j'ai quelqu'un pour vous. Il y a Pascal qui dit, moi, je vous donne mon numéro à donner à cette charmante dame. J'ai 41 ans, merci. Et puis, il laisse son numéro de portable, vous voyez? Il suffit de les appeler, les hommes. Non, Pascal, oui. J'en ai 16 de plus. Ah ben oui, non mais attendez, hein, il faut pas commencer à faire un obstacle par rapport à l'âge. Qu'est-ce que c'est 16 ans? C'est rien du tout. Oui. Ça vous paraît beaucoup? Non, pas obligatoirement, mais je me dis qu'un homme de 40 ans, il peut encore vouloir des enfants, et moi, désolée, je peux plus. Vous voyez, il y a ça aussi. Bah oui, mais écoutez, peut-être que Pascal, il a déjà 6 enfants. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais après tout, il a peut-être un homme de 40 ans peut déjà avoir des enfants et ne plus en vouloir. Oui, c'est vrai. Non? C'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de la rencontre? Alors, certainement pas. Je vais même vous dire une chose, Caroline. Sur ce site, on peut mettre un petit mot d'introduction. Hein. Et moi, je peux pas vous le dire par cœur, mais grosso modo, ce que j'ai dit, c'est que merci de me contacter si mon profil vous convient. Voilà. Oui. Par contre, je ne veux pas, je suis quelqu'un d'extrêmement implanté dans le réel. Je veux pas des échanges dans le virtuel et une montée de certains fantasmes et de tout ce qu'on peut se mettre dans la tête. Donc, nos profils conviennent. Oui. Eh bien, alors, au moins, l'un ou l'autre donne son numéro de téléphone. On se parle. Déjà, par la voix, tellement de choses peuvent passer. C'est vrai. Ou ne pas passer, d'ailleurs. Oui, oui. Ça s'est fait il y a peu de temps. J'ai eu quelqu'un au téléphone. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Non. Parce que j'ai un chien et 2 chats, hein, voilà. Et donc on parlait un peu de ça, je parlais de ma fille, et il me dit bon, écoutez Anne, on va arrêter là parce que ni enfants ni animaux. Ah bah écoutez, voilà. Comme ça. Bon, voilà. Bah écoutez, au moins, c'était pas la peine d'avoir une rencontre comme ça, c'est fou. Comme ça, on n'a pas perdu de temps. Oh là là, vous avez bien fait de le laisser passer celui-là, hein. Franchement, ni enfants ni animaux, pouf. Vous vous rendez compte? Oh là là. Il voulait que juste qu'on s'occupe de lui, quoi, c'est ça. Il voulait faire tout. Oui. Bon, écoutez. Exactement. Alors Pascal, lui, vous répond, hein, il dit, lui non plus, il veut pas d'enfants parce qu'il en a déjà 2. Vous voyez? Alors avec vous, ça va faire une grande famille, hein. Voilà, il a réponse à tout, Pascal. Il a 41 ans, 2 enfants. Voilà, on vous donnera son numéro de portable hors antenne. Eh ben avec donc, voyez, non mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez une très jolie voix. Vous avez une voix qui fait très jeune. C'est pas étonnant. Vous attirez des hommes 25, 35 ans, 41 ans. Moi, je serais vous. Franchement, même des hommes de 35 ans, je cliquerais. Hein. Après tout, est-ce que ça vous coûte de les rencontrer? Vous pouvez passer un moment agréable, comme vous dites, avec vos neveux, vous rigolez bien avec eux. Ça veut dire que vous avez un esprit jeune et tout. Enfin, bon. Au pire, non mais évidemment, vous vous diriez, oh là là, c'est pas possible, ils ont 35 ans. Bon, il faut pas penser ça, parce que ça se trouve, ils mentent, ils en ont peut-être 40. Déjà, ça fait un peu moins. Ça fait 50 plus. C'est toujours ça. Bon, je vous dis pas 25, parce que là, non, 25, faut quand même pas faire la sortie des classes. Hein. Mais 35, non, mais c'est vrai. Mais 35, au pire, vous allez les voir. Écoutez, c'est toujours bon pour l'ego, c'est toujours agréable, même s'ils ont 35 ans. Bon, d'abord, ils peuvent avoir 35 ans, ils peuvent vous plaire du tout. Imaginez qu'il ait 35 ans, qu'il soit charmant. C'est quand même agréable, c'est quand même ça vous file un petit coup de peps et tout, non? Même s'il se passe rien. Mais ça fait du bien. Vous allez repartir de là, toute guillerette, toute pimpante. Ce truc va vous inviter, vous allez faire un petit resto, un petit truc. Qu'est-ce que c'est agréable de se faire un peu. Vous voyez, vous allez passer un bon moment, peut-être. Pourquoi vous refusez ça? Il faut aussi se faire plaisir. Vous posez un peu trop de questions parce que c'est pas la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Alors je comprends que vous êtes dans cet objectif, vous, plutôt de chercher un compagnon, quelqu'un qui vous corresponde. Mais si pendant un temps vous pouvez le prendre un peu comme quelque chose un peu ludique, un peu et vous faire plaisir, pourquoi pas?
Oui, je suis peut-être trop sérieuse. Oui, si vous le preniez un peu comme un côté, vous voyez, aussi un peu jeu, alors évidemment, il faut pas non plus que ça vous épuise, il faut être un peu quand même stratège, hein, c'est-à-dire pas en ressortir dégoûté de la jante masculine, surtout comme vous dites, vous êtes tombé sur des hommes extrêmement coureurs, il faudrait pas que ça vous renforce dans cette idée que voilà, les hommes dans des choses assez péjoratives, vous voyez, donc mais en faisant quand même une sélection, en étant un peu rigoureuse malgré tout, mais en le prenant un peu comme un jeu, vous voyez, et qui vous engage pas plus loin. C'est vous qui aussi décidez jusqu'où vous voulez aller ou pas. Oui. Oui. Il y a Violaine qui dit, vous savez, vous pouvez rester vague et indiquer la cinquantaine et des hommes de 60 ans peuvent se manifester. Il y a Florence qui dit qu'il existe des sites pour les plus de 50 ans. Oui, mais c'est vrai que si pour vous c'est des hommes de 80 ans, et pardon aux auditeurs qui écoutent, mais ça peut se comprendre aussi. Vous n'avez que 57 ans, vous n'avez pas forcément envie d'être avec un homme de 80 ans. Alors en même temps, je suis en train de vous dire qu'avec un homme de 35 ans, mais c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, non, c'est vrai que je vous dis, j'ai des neveux qui sont dans cette tranche d'âge des 35 ans, et je suis vraiment la copine. D'ailleurs, souvent, je me trompe, et quand je les présente à des amis, je dis de mes neveux, ce sont mes cousins. Vous voyez ? Parce que je suis tout en train comme eux, parce qu'ils m'emmènent. Oui. C'est vrai que quand on commence, on va dans c'est vrai que l'idée de le neveu ou ma nièce, même dans la littérature ou dans les autres, dire je vous présente mon neveu ou ma nièce, c'est toujours un peu suspect, hein. Il vaut bien. Donc vous avez raison, cousin ou cousine, ça fait moins suspect. Mais bon, surtout que maintenant, je trouve que au niveau des jeunes, il n'y a plus il n'y a plus les barrières d'antan. C'est-à-dire qu'un jeune de 35 ans, enfin voilà, mes neveux de 35 ans, ils m'emmènent, je veux dire, dans les boîtes où ils vont. Oui. Je fais la bise à leurs copains qui sont dans la même tranche d'âge et je passe, inaperçu, façon de parler. Je me noie, quoi. Je suis le caméléon, sans difficulté. Alors, écoutez, pourquoi aller sur des sites ? Vous sortez comme vous le faites déjà avec vos neveux. Mais ils vous présentent. Lorraine. Oui, vous faites des week-ends en Lorraine. Vous sortez avec leurs copains, et puis dans leurs copains, vous allez bien vous trouver un compagnon. Je vois bien la tête de vos neveux. Ça les ferait rire. Oh oui, non, mais ça les dérangerait pas. Leur tante qui trouve très sympa avec un de leurs potes. Ça ne les dérangerait vraiment pas du tout. Il y a une belle ouverture d'esprit. Il n'y a surtout pas de jugement. Il dirait, elle assure notre tante. Hein. Elle assure la tata. Il y a Roxane qui dit, j'ai 46 ans, mon compagnon en a 38 et ça ne nous pose pas de problème. Quelqu'un qui dit, est-on obligé de donner l'âge ? Ne serait-il pas plus efficace de faire des rencontres par centre d'intérêt ? Ratisser l'âge, resto, week-end, cinéma, c'est Ninon qui dit ça. Et puis Frédéric me dit, vous faites erreur Caroline, il ne faut pas commencer à mentir sur un site de rencontre. En effet, il n'y a pas de petits mensonges, sinon qu'est-ce qu'un mensonge ? Anne a tout à fait raison, j'ai 56 ans et je confirme qu'elle a encore toutes ses chances. Bien sûr qu'Anne a toutes ses chances, mais on ment tous un petit peu, hein. Il y a des mensonges pieux aussi, hein, donc bon. Oui. Il y a Hélène qui a appelé, mais c'est dommage, elle veut pas passer, mais elle a appelé pour dire que, alors attendez, il faut que je retrouve sa fiche, que vous devriez prendre un homme plus jeune parce qu'elle vous trouve très jeune d'esprit, très dynamique, et elle dit non, il faut pas que vous mettre avec un homme de votre âge, vous allez vous ennuyer, dit Hélène. Hélène qui a 62 ans. Et vous savez, c'est ce que je m'étais dit, mais bon. Eh ben voilà. Non, mais... Ceci dit, Caroline, pour revenir quand même au tout point de départ de notre conversation, c'est vrai que pour une femme, en plus, si vous voulez, les amis que j'avais étaient surtout des amis de mon ex-compagnon qui avaient réussi à faire le vide autour de moi, et donc mes amis étaient les siens. Ce qui fait que du fait de la séparation, je me suis retrouvée un petit peu seule. Oui. Alors mes filles, elles, veulent que maman s'amuse, sorte, soit heureuse, etc. Alors maman, ce soir, pourquoi tu ne sors pas ? Mais je vais faire quoi ? Je vais aller je vais mettre mes escarpins de 15 cm et grimper. Les hommes adorent les talons hauts, oui. Je ne dis pas que je n'en ai pas. Vous avez raison. Oui, non, au contraire. Mais je dis que vous me voyez, cigarette au bec, un mojito entre les mains et en haut d'un tabouret. Peut-être pas. En haut d'un tabouret avec des talons de 15 cm, c'est risqué.
Mais bon, la cigarette, c'est pas recommandé pour la santé. Voilà. Avec le mojito, pourquoi pas? Oui, vous pouvez aller danser Oui, un les peu. moritos, j'aime ça quand même. Oui, moi aussi, donc bon. Il y a Elisa qui dit il faut être, à mon avis, très sûr de soi pour sortir avec un homme de 35 ans quand on en a 57. Mais bon, Elisa, elle doit avoir 25 ans, c'est pour ça qu'elle dit ça. Mais oui, c'est vrai qu'il faut. qu'on chasse sur cette terre. Mais peut-être. Mais je veux dire, si on n'est pas sûr de soi à 57 ans, quand est-ce qu'on l'est? Après tout, justement, c'est une autre forme de séduction. C'est sûr qu'on n'a pas c'est pas la même séduction à cet âge-là que la séduction de 25 ans et autres, mais c'est une séduction peut-être justement moins agressive, chaque âge a sa séduction et on peut tout à fait, il y a des hommes de 35-40 ans qui apprécient beaucoup les femmes de 50-55 ans qui sont très belles encore, il y a des femmes très belles, il faut le dire. Regardez, même dans la mode et même dans la pub, on en vient enfin à prendre des modèles des gens de votre âge et enfin quand même on sort c'est bon, ça reste encore minoritaire mais on y vient quoi. Oui, donc c'est en train de changer tous ces codes-là. Vous voyez, on apprécie de commencer à avoir des visages où il y a un peu des rides et tout. On est tellement arrivé à l'ère du botox et des visages où il n'y a plus rien, qui sont tellement lisses et qui laissent passer aucune expression que bon. On commence à changer, à aimer des visages qui ont un peu de vécu. Oui, voilà. Oui, voilà. Le vécu du charme. Il y a Georges qui me dit c'est quoi un mojito? Vous pouvez l'expliquer ce qu'est un mojito? Alors Georges, faut sortir un peu. Georges, du rhum, de la glace pilée, du sucre de canne et des feuilles de menthe. Des feuilles de menthe, voilà. Et on y est, c'est l'ambiance, là. Voilà. Et il y a Eridan qui dit restez vague et vous aurez un océan de réponses, soyez mystérieuse. Voilà. Le mystère est un silence précieux en voie de disparition. C'est vrai, il faut un peu cultiver le mystère. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Caroline. Alors Arnaud, futur prétendant? Non. Oh non. Alors, ne soyez pas décevant quand même. Non, mais je suis pas décevant du tout, mais parce que là, en l'occurrence, non. Mais vous êtes pris, vous êtes marié. Vous préférez les hommes? Dites-nous tout. Non, rien de tout ça. Non, mais ça m'amusait beaucoup parce que plusieurs fois, je vous ai entendu poser une question à Anne que j'avais envie de poser, donc c'est bien. Anne, moi, je partage tout à fait votre avis. Que effectivement les sites de rencontres c'est peut-être pas il y a une chose qui est sûre, c'est pas la panacée, c'est quand même une ouverture, mais il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres et vos filles ont raison, je partage leur avis sans aller jusqu'au mojito et au talon de 15 cm. Il y a sûrement plein d'opportunités. Je suis sûr que de toute façon vous faites pas votre âge déjà. Je me trompe ou pas? C'est ce qu'on dit. Non, c'est ce qu'on dit en effet. Alors c'est ce qu'on dit. On sait personne. Comment vous voyez, vous, quand vous regardez dans la glace le matin? Oh, le matin, c'est dur, là. Hein. C'est dur pour tout le monde. Oui. Vous savez quoi? Pas tant que ça. Parce que justement... pas tant que ça. Parce que justement, ce qu'il y a chez un individu, que ce soit un homme ou une femme, c'est le matin au réveil que la vraie personne, elle est là. Waouh! Ça, quand on a 20 ans, le matin au réveil, on est encore très frais, mais c'est vrai que après, il faudrait pas dépasser 20 ans, hein, parce que franchement, le matin au réveil, c'est dur. Hein, la véritable personne, moi, je la préfère aussi après après un petit coup de maquillage. Hein. Oui. Vous n'êtes pas d'accord, Anne? Oui, tout à fait, un minimum, oui. Oui. Je partage moyennement votre avis. Même pour sortir le chien, moi, je sors pas sans maquillage. Hein. Ben oui, mais vous êtes un homme, Arnaud, voilà, non, c'est pour ça. J'entends bien, mais on est quand même beaucoup à apprécier chez une femme un côté naturel. C'est ce qu'on dit. Je veux pas dire négliger, n'importe quoi, etc. Mais trop de sophistication, c'est pas forcément bien. C'est vrai. Et puis, par ailleurs, là, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que l'ouverture que vous manifestez, si vous procédez par « oh oui, mais ça, non, etc. » C'est bien, effectivement, de pouvoir poser des périmètres et dire « ça, je suis pas d'accord avec ça, j'en veux pas ». Pour autant, je suppose que vous devez sentir quand des messieurs vous regardent. Oui, et encore. Je crois que je
je vois pas grand-chose. Je vois pas grand-chose. Eh ben, bienvenue au club. Bienvenue au club. Alors, si je peux me permettre juste c'est pas un conseil, c'est une suggestion. Regardez autour de vous. Oui. Regardez, il est là en fait, Arnaud. Il est tout près. Je savais que vous étiez charmeur. Hein? Pourquoi? Bah oui. Pourquoi? Vous voyez, il fait celui qui voit rien là, mais on vous voit venir, hein? Mais parce que je vais simplement vous dire une chose. Je parle en connaissance de cause. Je voyais rien non plus. Mais rien de rien. J'ai quitté quelqu'un, enfin on s'est séparés d'un commun accord au mois de juin. J'ai eu une période derrière épouvantable et j'ai rencontré quelqu'un depuis que j'ai pas vu, moi. Oui. Voilà. Donc, ouvrez l'œil et puis dites-vous que même si vous ne remarquez pas, il y a plein d'hommes qui vous remarquent. Mais c'est possible, hein, ça. Ça, c'est vrai que parfois oui, ça c'est vrai qu'on est. C'est un état d'esprit aussi, là, être en état un peu de séduction comme ça. Et parfois, c'est quand on se sent bien aussi avec soi. Vous voyez, c'est pas quand on cherche à tout prix à séduire qu'on séduit. Et puis c'est un moment quand on se sent bien, qu'on est plus ouvert, plus décontracté, plus détendu, qu'on se rend compte que finalement il y a pas mal de gens autour qui sont là et réceptifs. Je m'excuse, hein, où je reprends la parole. Allez-y. Je suis désormais bien avec moi-même, mais il reste un peu de séquelles, je dirais, des deux aventures mal terminées. C'est que les deux messieurs de ma vie étaient coureurs, comme je vous l'ai dit, et ils sont tous les deux actuellement avec des femmes qui ont 20 ans de moins. Et ça fout une baffe. Bah, bien sûr, oui. Ça, c'est pas évident, c'est pas du tout évident à vivre. Il n'y a plus de jalousie, c'est fermé, c'est terminé, mais sur le coup, ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, donc, si vous voulez, ce que ça a ébranlé, c'est la confiance en moi. Oui, évidemment. bien sûr. Oui. Mais ça se comprend, mais en même temps, justement, déjà, dans leurs problématiques de séducteurs, ce sont souvent des hommes, on retrouve quelque chose en commun, qui ont besoin un besoin compulsif de plaire, hein, c'est le bon, voilà, c'est un pléonasme que de dire ça, et parce que souvent petits garçons, ils avaient une relation particulière à leur mère, c'est quand même un trait commun. Ils devaient plaire à leur mère. Ben oui, il fallait plaire tout le temps à leur mère. Il y a quelque chose d'un peu angoissant, hein, toujours dans ce côté de devoir plaire, devoir être très soucieux comme ça, d'être sous le regard de la mère, de devoir lui plaire, il n'était pas certain de lui plaire. Et donc ils répètent ça après dans la relation qu'ils ont avec les femmes. Et finalement, ce sont souvent des hommes qui sont tellement dans ce désir de plaire qu'ils ont fatalement très très peur de vieillir. Alors, c'est quelque chose qui fait peur quand même à chacun d'entre nous, plus ou moins. Hein. Vieillir n'est pas quelque chose en soi de très agréable si on est si on est assez honnête avec nous-mêmes, mais c'est particulièrement exacerbé chez les gens qui sont comme ça dans la séduction, qui ont ce besoin compulsif de plaire. Donc évidemment, ils vont chercher comme une parade en étant avec des personnes plus jeunes, comme si ça les protégeait, si vous voulez. Voyez. Donc, je comprends que ça vous ait fichu une claque, mais dans les faits, c'est leur problématique. Caroline. Oui, Arnaud. Si je peux me permettre, les messieurs qui font ça, en fait, ils cherchent surtout à se valoriser à leurs propres yeux. Mais bien sûr. C'est une forme, vous avez tout à fait raison en disant qu'ils testent leur capacité de séduction, ils sont par rapport à une relation à leur maman dans une sorte de recherche de la performance, mais en faisant ça, ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes parce que quelque part, cette relation-là, elle débouche sur rien. C'est un peu ce que Anne disait tout à l'heure, vous m'arrêtez si je me trompe, Anne, en disant j'ai rien à dire à un monsieur de 30 ans. Je vais vous arrêter de toute façon parce que c'est le journal de minuit. Il y a, en tout cas, il y aura, je lirai des messages après le journal.
Merci à vous deux pour cet échange. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne et nous sommes en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21. Vous pouvez aussi envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21. Alors beaucoup de réactions qui arrivent suite à l'appel d'Anne qui nous parlait un peu de ses angoisses par rapport à la solitude. Anne est allée sur des sites de rencontres. Elle a 57 ans et finalement, soit ce sont des jeunes hommes des hommes de 25-35 ans qui la contactent ou des hommes de 70-80 ans. Donc, elle dit pas où sont passés les hommes, mais où sont passés les hommes de 50 ans. Donc, il y a des messages qui arrivent. Elisa disait non, par rapport aux hommes de 25-30 ans, je crois qu'elle disait c'est pas possible avec une femme de 50 ans. Quelqu'un dit je suis d'accord avec Elisa, l'esprit jeune ok, mais le corps n'a plus 30 ni 40 ans. Il faut oser se mettre nu devant un homme de 15 ans plus jeune quand on a 60 ans. Le temps, même avec toute sa délicatesse, fait son action. Alors Angèle, elle envoie un mail en disant elle n'est pas du tout d'accord. Elle dit ça suffit Caroline, quelle importance l'âge à 62 ans. Je suis très heureuse avec un homme de 40 ans. Je vois pas pourquoi vous êtes en colère après moi Angèle, puisque justement moi j'étais en train de dire pourquoi pas, et je disais à Anne qu'elle pouvait répondre à des annonces avec des hommes de 35 ans. Après tout, elle pouvait les rencontrer. Qu'est-ce que ça lui coûtait? Donc, on se rejoint. Hein. Brigitte dit, les femmes semblent plus préparées au vieillissement. Les hommes le découvrent soudain, vers 50 ans, et pour certains, ne le supportent pas. Cathy dit, je sais qu'il est complexe pour une femme de vieillir. Sandy dit, une amie de mon patron m'a donné 45 ans alors que j'en ai 65 et je vous avoue que j'en étais très fière. Il y a aussi... Qu'est-ce que j'ai? Oui, quelqu'un qui dit surtout pas de site de rencontre. Sortez plutôt avec une amie avec qui vous pourriez aller en boîte de nuit, faire du sport, partir en voyage. Vous feriez là de belles rencontres. J'ai 66 ans. Les gens de mon âge ne s'intéressent pas à moi. Ils préfèrent plutôt les jeunes tendrons, nous dit cette auditrice. Allez, on va passer un petit peu de musique. Charlie Brown, Coldplay. Et puis après, nous accueillerons Françoise. Des messages qui arrivent encore pour Anne au 7 39 21. Quelqu'un qui dit Anne, ma sœur Anne, comme nous nous ressemblons, j'ai l'impression d'entendre le récit de ma vie, même histoire, même parcours, même solitude, même esprit et allure jeune. Je continue à enseigner à des adolescents, ça maintient, mais quelle solitude néanmoins. Un autre message qui dit il faut accepter son âge, 20 ans ou 57, chaque âge a ses plaisirs. J'ai 27 ans et pourtant j'ai déjà peur de vieillir. Il faudrait vivre à 200 à l'heure au lieu de 100 sans trop faire une fixation sur l'âge ou sur la rencontre. Et puis Brigitte dit ça reste une réalité incontournable et pénible, cet attrait des quinquagénaires et plus pour les femmes plus jeunes. Bonsoir Françoise. Oui, bonsoir. Caroline. Bonsoir. Je ne pensais pas avoir si vite Europe pour prendre mon message parce que j'étais bouleversée hier soir par le témoignage d'une aide-soignante concernant les maisons de retraite. Oui. Hein oui, Marie qui nous a appelé en fin de soirée. J'ai 70 ans, j'ai accompagné ma maman qui est restée 3 ans en maison de retraite avant de finir sa vie à l'hôpital. Alors pour c'était vraiment un coup de gueule que passait oui. Marie, et pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir, pour dire finalement ce qu'elle vivait dans son quotidien, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez nombreux, qu'il y avait un manque de personnel. Elles étaient 2 par exemple pour s'occuper de 25 pensionnaires, dont
certains étaient très dépendants et donc c'était des conditions de vie épouvantable, puisqu'elle disait que souvent les plateaux repas repartaient n'avaient pas été touchés. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas faim, mais simplement parce que certains avaient besoin qu'on les aide à manger et que, évidemment, elle n'avait pas le temps à 2 pour 25 de les aider. Certains restaient, on ne les changeait, elle n'avait pas le temps de les changer, donc restaient dans un état d'hygiène épouvantable. C'était des toutes petites toilettes aussi. Enfin bon, des conditions inhumaines qui portaient vraiment atteinte à la dignité humaine. Et moi, un jour, j'étais tellement contrariée par les choses que j'avais vues, je me suis permise de demander un rendez-vous avec le directeur. Et je lui ai dit, mais monsieur, mais on vous confie des parents, des êtres chers qui ne peuvent plus rester chez eux tout seuls, même avec l'aide des enfants. Donc, on ne vous confie pas des plantes vertes, mais des êtres humains. Et ça, cette réflexion lui a fortement déplu. Et à partir de ce moment-là, maman, qui était une résidente très, très facile, a souffert après de réflexion en disant « Mais qu'est-ce que votre fille vient faire ici ?» Alors que j'allais voir maman 1 heure et demie maximum l'après-midi. Comme elle était malentendante, on faisait ensemble, elle est restée lucide jusqu'à 99 ans. Donc on faisait des mots fléchés, on parlait de choses et d'autres. Bon. Mais la première année s'est bien passée. C'était une maison privée à 2 700 € il y a 2 ans. Hein. Et vous sembliez étonné du prix des maisons de retraite. Non, je sais que c'est cher. Même en province. Hein. Oui, je sais que c'est très cher. Et donc, vraiment, et alors après, ma mère avait des ulcères qui étaient très mal soignés. Enfin, il y a eu des tas de choses. Mais je n'en veux pas du tout au personnel. Au contraire, je les admire. J'ai même fait rentrer une amie de ma fille qui était en instance de divorce et avec 3 enfants. Donc, et je la vois encore régulièrement. C'est une galère pas possible pour le personnel. Alors Marie disait bien que elle et beaucoup de ses collègues disaient qu'elle ne voulait surtout pas aller en maison de retraite. Elle ne s'imaginait voulait surtout pas, et qu'elle se disait qu'elle ne voulait surtout pas que ses proches aillent en maison de retraite compte tenu de ce qu'elle y voyait. Et que beaucoup des personnes, enfin des parents, ceux qui avaient leurs parents hospitalisés, des proches, s'en prenaient à elle parce qu'effectivement ils avaient peur que s'ils s'en prenaient à la direction, ça ait des répercussions sur leurs parents hospitalisés. Et ça a été le cas pour votre mère. Oui, Caroline. Alors, il y a quelquefois des inspections, rarement, mais il y a quand même des inspections. Mais comme la direction est prévenue, direction, gouvernante, infirmière, attachée à l'établissement, on s'arrange dans ces moments-là. Mais actuellement, au niveau du linge, d'après l'amie de ma fille, qui travaille depuis 4 ans maintenant, eh bien, elle dit que ça se dégrade de plus en plus. Et le directeur a été changé. Enfin, certaines maisons fonctionnent très très mal. Par contre, j'ai eu ma belle-mère qui est décédée au mois de juin, qui était dans une autre maison de retraite. J'ai pu comparer et c'était mieux. Je ne veux pas tout condamner. Non, mais bien sûr qu'il n'y a pas. Il était bien question de certaines maisons et pas de toutes les maisons de retraite. On ne peut pas faire des généralités. Oui, mais bien sûr que non. Mais pour moi, pour le personnel, je dis c'est vraiment, faut avoir besoin de gagner sa vie pour faire le travail qu'elles font. Elles sont admirables. Et certaines ont le charisme, d'autres moins. On voit bien. Oui, ça reste comme... Bon, mais non. Et savoir que ces maisons-là sont cotées en bourse, et qu'on n'attribue pas des postes. Je n'osais pas le dire. Je n'osais pas le dire hier parce que je parlais d'actionnariat. J'étais pas sûre, mais en fait c'est ça. Et j'ai revérifié aujourd'hui. Elles sont cotées en bourse. Oui, j'ai vérifié. Oui. Alors vraiment, je te dévoyais, j'écoute votre émission avec beaucoup d'intérêt depuis longtemps, mais hier j'ai réagi et j'ai même mal dormi tellement j'étais perturbée en disant mais oui c'est ça et ça existe. Parce que quelquefois je me remettais en question en disant parce que j'aime beaucoup ma mère et vous voyez quand elle est décédée à l'hôpital, après j'ai très bien surmonté à 70 ans le décès de maman, j'ai même considéré que c'était une délivrance pour elle dans ses souffrances, morales, surtout morales parce qu'elle est restée lucide jusqu'à la fin, morale et physique. Et donc, il faut que ce soit signalé. Et je pense qu'au niveau des contrôles, il faudrait des contrôles inopinés.
voyez. Bien sûr. Mais est-ce que, justement, Marie nous disait qu'il était possible, dans ces cas-là, tout dépend après de qui elles dépendent, mais de saisir, c'est bon, évidemment, en premier lieu, la direction, mais sinon, si ça ne bouge pas, le conseil régional? Oui, mais l'ARS, c'est difficile. Il faudrait que des familles de résidents se regroupent. Oui, c'est ce que j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail de First Lisa qui me disait, qui avait écouté en podcast donc l'émission d'hier et qui dit la ruée vers l'or gris est le nom donné à une nouvelle course au profit des actionnaires des maisons de retraite privées. Bien sûr, tout ça c'est privé. Je voudrais dire que les enfants de parents en maison de retraite ont la possibilité de s'assembler en association pour intervenir auprès de la direction de la maison de retraite et avoir ainsi plus de poids pour signaler des dysfonctionnements. Et il y a des dysfonctionnements et même des négligences graves, et même qui s'apparentent à de la maltraitance, hein, parce que ça va au-delà des négligences graves qui évoluent vers de la maltraitance. Oui, alors devant vous, on est très gentil et tout ça, mais quand vous observez ce qui se passe, vous vous apercevez qu'il y a des tas de choses mais qui sont inacceptables. Enfin, je dis bien mais surtout quand on est dans des maisons de retraite privées, il y a du profit, c'est coté en bourse et où on répond qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour embaucher du personnel. Pour des postes. C'est inacceptable. Il y aurait un poste de plus par étage, c'était une maison de 75 résidents, il y aurait eu un poste de plus parce qu'il y a des absences aussi le matin. Par exemple, un personnel indisponible parce qu'il est fiévreux, ne peut pas venir à son poste, eh bien pour les autres, c'est une surcharge de travail et les toilettes sont bâclées. Mais ma mère, pendant un an, elle se débrouillait toute seule en dehors d'une aide pour la douche, mais autrement. Mais c'est à partir du moment où elle est devenue dépendante, c'est là où tout s'est aggravé. Et on accrochait, par exemple, pour se sortir du lit, la potence pour ne pas on l'a relevée pour ne pas qu'elle puisse l'attraper, pour se rehausser dans le lit. Elle appelait pour aller aux toilettes, elle n'était pas incontinence, elle appelait pour aller aux toilettes, il fallait attendre 20 minutes, une demi-heure. Qu'est-ce qui se passait après? Eh bien, elle pouvait pas se retenir. Donc, moralement, elle était atteinte parce qu'elle leur disait, mais je vais vous donner un travail fou. Pourquoi c'est comme ça? Mais elle disait, mais madame, on peut pas venir, on était prise à côté, enfin voilà. C'est ce qui est terrible pour la dignité de la personne, ce que vous décrivez là, c'est-à-dire qu'elle appelle pour aller aux toilettes et finalement on la laisse comme ça patienter et finalement elle ne peut plus se retenir, on rend, c'est-à-dire incontinent, des gens qui en fait, et c'est terrible parce que il y a un sentiment de honte, d'humiliation. Mais bien sûr. Enfin, vous voyez, par rapport à la dame que vous aviez avant moi, qui m'a beaucoup intéressée aussi, Anne, là, c'était très intéressant, mais je revivais encore hier soir, et je vous assure que ça m'a perturbée. Pourtant, j'ai vécu des épreuves. Je suis désolée que ça vous ait, comme ça perturbé votre nuit. Je voudrais que ça bouge. C'est ce que nous disait Marie, hein, d'ailleurs, hier. C'est que ça l'empêchait de dormir, ce qu'elle vivait. Et c'est vrai que, je lui ai répondu, malheureusement, j'étais désolée pour elle, évidemment, que ça lui cause des insomnies, mais je disais que si le jour où si elle devait dormir sur ses deux oreilles en travaillant dans un tel environnement, c'est cela qui serait problématique. Voyez, si elle devenait insensible à ça. En même temps, le personnel. Elle pourrait, je me demande dans quelle mesure le personnel peut pas faire un signalement. Alors évidemment, elle y travaille, c'est très compliqué quand on travaille à l'intérieur, mais c'est aux familles, c'est-à-dire de pouvoir alerter, de dire il faut faire quelque chose, quoi. Oui, mais alors quand on adresse un courrier au conseil général, il faut signer et tout ça. Et après, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Vous avez peur que ça se retourne? Ah oui, complètement. Je comprends. Oui. Ah oui. Et c'est la peur finalement qui nous empêche d'agir. Vous avez peur que ça se retourne contre vos proches? Oui, je comprends. Contre les résidents. Ou contre le personnel. C'est pour ça que vous avez raison. C'est ce que dit aussi First Lisa, qu'il faudrait être un ensemble de familles. Vous voyez, l'union fait la force. Hein, c'est bien ce qu'on dit. Qu'il n'y ait pas une personne isolée, ça donne déjà plus de poids au signalement. Et puis ils vont pas s'en prendre. Vous voyez, là, on va le prendre davantage en considération. Oui, et lorsque vous demandez un rendez-vous pour visiter en vue d'un placement d'un parent âgé,
évidemment, vous êtes reçu, le cadre et tout ça, ça fait un Oui, effet. Ça convenait tout à fait à ma mère, enfin, de sortant d'un certain milieu. Elle s'y est bien adaptée, si vous voulez. Et puis c'est elle qui voulait pas me donner de soucis, qui voulait... comme ça, je ne l'ai pas poussée à aller dans cette maison. Elle y est rentrée, elle avait presque 95 ans. Vous voyez que je l'ai gardée longtemps à côté de moi, je peux dire. Mais après, elle faisait des chutes, enfin, comme toute personne qui avance en âge. Mais elle était restée très lucide, malgré une surdité qui l'isolait un peu du monde. Mais elle était extraordinaire. Et le personnel disait, si nous n'avions que des résidents, comme le travail serait facile pour nous. C'était pas lourd pour le personnel. Mais après, évidemment, avec l'âge, les 2 dernières années étaient très difficiles. Elle demandait de l'aide. Et ça, on ne trouvait pas cette aide. Un jour, elle est restée toute nue, sortie de la douche avec une petite serviette 50 cm sur les épaules. Et ça a duré, elle m'avait-elle dit, une demi-heure. Parce que les employés étaient appelée dans une autre chambre où une personne était tombée. Mais ça, je le comprends très bien. Bien sûr, oui, elle s'occupait de l'urgence, évidemment. Maman était capable de me dire, et dans sa chambre, quelquefois, elle dit, tiens, je vais appeler devant toi. Eh bien, personne ne venait avant 20 minutes pour l'emmener aux toilettes. Parce qu'elle n'était pas assez nombreuse. Non, mais j'en veux pas du tout. Mais je comprends bien. Oui, mais j'ai bien compris le sens de votre témoignage. Et ça, pour rien au monde, je disais aux enfants, j'aimerais mieux me supprimer, alors que je pense équilibrée et solide, que de savoir que je finirais ma vie comme ça. Pour moi, c'est l'impensable. Ah oui. Je vous propose qu'on accueille Georges, qui est avec nous au 39-21. Bonsoir, Georges. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, vous êtes médecin inspecteur et membre des agences nationales de santé. Régional. D'accord. Non, je vous ai téléphoné là parce que je suis non pas surpris, parce que tout n'est absolument pas parfait, évidemment, mais il existe quand même, au-delà des associations, et effectivement, les associations de famille, ça existe, et ça fait partie du conseil social, disons, de l'établissement. On appelle ça les EHPAD, les établissements pour d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je disais donc au standard, oui. Et le ministère de la Santé, on n'en est plus. Façon de parler, bien entendu. Il y a quelques années, c'était viser la maltraitance et fait tout pour. Non, c'est le concept plutôt de bientraitance. Et je sais bien que dans tous les établissements, le soir, il y a en principe deux agents, de principe c'est des aides-soignantes. Mais 2 agents pour combien de personnes? 45, 50. Mais c'est pas suffisant. Oui, non, mais attendez, je veux dire, c'est le soir. Alors, je parle le soir après le repas, généralement, parce que le repas, c'est vers 6 heures du soir, et la nuit, il y a 2 personnes, parce que en principe, les gens dorment, qu'elles soient âgées ou pas. Oui, mais enfin, on sait bien que la nuit, il peut y avoir aussi des gens qui se réveillent, qui s'angoissent, les gens âgés ne dorment pas très bien, 2 personnes pour 45 résidents. C'est quand même très peu. Le matin, les gens reviennent au travail. Mais moi, je voulais surtout dire à votre correspondante là, qui vous écoute, elle est là. Voilà, oui, tout à fait. Vous pouvez parler, Françoise. Il existe. Nous, on est chargés en tant que les personnes qui s'occupent du médico-social, avec effectivement les inspecteurs. Des inspecteurs sanitaires et sociaux, d'instruire toutes les plaintes, et on en a, bien entendu. Alors des fois elles sont justifiées, des fois c'est une grosse méconnaissance ou des problèmes de personnes par rapport au directeur et à leur famille. On a tous eu des pères ou des mères âgées, et c'est sûr. Mais je suis assez surpris que dans des cas pareils, il faut écrire au directeur de l'agence et c'est transmis. Il y a une commission des plaintes. Dans toutes les agences régionales de santé, il y a une commission des plaintes. Et en plus, j'allais dire dans la mienne, façon de parler, il y a toujours une possibilité de ce qu'on appelle, nous, on nous missionne, on a une lettre de mission, on est tout à fait apte à voir, à juger, parce que
il faut bien entendre ce que dit la famille, il faut bien entendre et voir comment dans la réalité ça se passe avec le directeur. On les connaît, les établissements, ils sont pas... Attendez, bon, après... Alors si vous les connaissez justement, vous savez les établissements où il y a un problème, pourquoi il n'y a pas... pourquoi soit il n'y a pas quelque chose pour régler la situation, soit si c'est pas possible, les fermer, enfin... pourquoi ça ne change pas? Non, on n'en est pas... Pas les fermer, pas les fermer, mais en tout cas faire en sorte que la situation évolue, que ça ne continue pas. Mais c'est ce qu'on fait, je vous dis, quand un établissement a une plainte dans l'année sur 60 pensionnaires, si je puis dire, j'aime pas ce terme, bon, ça peut arriver qu'il y a eu... les erreurs sont humaines et il ne faut pas non plus... on ne peut pas demander à... Voilà, comme vous disiez, des fois, il peut y avoir dans la même nuit 5 personnes qui ne vont pas bien. Ça va un peu coincer. On ne peut pas non plus... Pour des raisons strictement budgétaires, les inspecteurs font les budgets. On a de très bonnes relations avec les directeurs. Mais quand on a un établissement qui commence à avoir une plainte, puis le mois suivant, une deuxième, puis une troisième, là, on y va. On dit, attendez... de toute façon, on y va avant, s'il y a plainte formelle, quoi, hein, ou réclamation. Donc, vous encouragez les familles à porter plainte auprès de... Pas à porter plainte, c'est pas à signaler, en tout cas, à signaler auprès de l'Agence régionale de santé. C'est le signalement. Et je vous dirais que nous, on a une règle d'or que je ne fais que répéter, parce que les agences se sont mis en place au 1er avril 2010, mais déjà auparavant, il y avait ce qu'on appelait les DAS ou les DRAS. Bon, c'était le même système, sauf maintenant on est régionalisé, on a une direction régionale qui nous donne des impulsions et des actions à mener. Il y a toujours, dans la région, mais dans toutes les régions des sciences régionales, une plateforme focale qu'on appelle, où il y a un numéro de téléphone, où il y a un fax, des mails, à la fois la possibilité, un mail disons administratif pour tout le monde, et aussi un mail secret médical quand il y a des choses avec le médecin coordonnateur ou le médecin traitant pour clarifier la pathologie ou les choses qui se sont passées, notamment, bon, en majorité, il y a aussi Alzheimer. Le numéro de téléphone est le même pour signaler? Pour toutes les agences, on a mis en place, les agences régionales ont mis en place effectivement ce qu'on appelle les cellules de veille et de gestion sanitaire. Bon, mais concrètement, quand vous recevez des signalements, donc vous faites une inspection, mais comme le disait, un contrôle d'inspection, le disait Françoise, du coup, l'établissement est prévenu. Donc dans ces cas-là, il va s'arranger pour que ce jour-là tout se passe bien. Non. Ça, c'est j'allais dire, j'emploierai pas le mot fantasme. Attendez, je veux dire que tout est écrit, il y a les cahiers de suivi, d'événements, tout est en principe pratiquement aussi informatisé, il y a les médecins coordonnateurs, une personne, et puis justement, moi je reviens à ce numéro, excusez-moi, 30 secondes, c'est... On a fait même des réunions, on en fait au moins une par an sur le sujet, et avec effectivement une directive ministérielle qui engage chaque agence de faire des réunions comme ça de tous les établissements pour leur dire, par exemple, vous avez un événement, ce qu'on appelle les événements indésirables. Alors c'est très très large, mais il arrive quoi que ce soit, vous êtes tenu de nous en informer. C'est-à-dire qu'une personne qui tombe, qui a eu un truc un peu plus grave que d'habitude, un truc comme ça, bon, ça peut arriver qu'une personne glisse de son fauteuil ou tombe, bon, ça c'est pas un événement indésirable, disons grave, mais quand il y a non, mais permettez-moi de vous interrompre, monsieur. Oui. Par exemple, dans cette résidence de 75, il y a des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui sont mélangées avec les autres personnes qui sont encore très lucides. Et ces personnes-là, lorsque des visiteurs rentrent dans l'établissement, eh bien, il y a des malades atteints, vous savez bien, qui ne cherchent qu'à une chose, c'est à se sauver. Donc, plusieurs fois à l'heure du goûter, je me suis trouvée à une table tout près et j'ai dit « Attention, monsieur X se sauve ». Bon, il n'y avait personne dans la salle parce que les employés préparaient le goûter et cette personne-là se retrouvait en plein centre-ville du Mans au feu rouge.
au Carrefour. Oui, je vous dirais... Pourquoi ne pas regrouper ces personnes-là dans une salle avec un personnel plus adapté que de mélanger tout le monde? Mais justement, normalement, dans les 3/4 des établissements, on a ce qu'on appelle les cantous. Les cantous, ce sont des petites unités de 12 à 15 personnes. Et qui, alors, quand elles sont vraiment, malheureusement, il y a certains d'entre eux atteints de cette maladie qui sont, disons, plus ou moins agressifs et tout ça. Oui. Eux, ils sont vraiment regroupés. En général, les portes sont... loin de ça. Un monsieur a uriné dans l'ascenseur devant ma sœur, comme ça on se demandait ce qui lui arrivait. Une autre dame avait souillé sa culotte, a mis les mains dans la culotte et venu coller ça sur le dossier du fauteuil roulant de maman. Oui, mais justement, là il y avait un problème. C'était terrible puisque c'était des personnes qui étaient mélangées, des personnes qui n'avaient pas lieu d'être. Vous voyez, ça n'avait pas lieu d'être. Privé au public. Non, mais là, je crois que de toute façon, ça rejoint ce que j'ai pu constater. J'en parlais à une aide-soignante qui disait je vais transmettre à l'infirmière. L'infirmière venait me voir, je lui disais voilà ce qui s'est passé, tel jour à telle heure. Ah oui, écoutez, on va essayer d'améliorer ça. Bon, la semaine d'après, il y avait continuellement quelque chose, jusqu'à remonter au directeur qui m'a reçu 2 fois et qui m'a presque fichu dehors parce qu'évidemment ma présence les dérangeait. Mais si, justement, je voulais vous demander, Georges, Brigitte pose une question par SMS, elle dit justement concernant les établissements où vous avez pu voir qu'il y avait des dysfonctionnements, voire plus, ou des maltraitances, c'est une question à Georges. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand vous constatez, vous, lors de vos inspections, qu'il y a des dysfonctionnements ou des maltraitances? Bon, maltraitance à ce point... Négligence grave. Non, c'est pas maltraitance. On commence à remettre les choses à l'endroit, à demander à ce que le personnel soit réuni, que les consignes soient plus appliquées, et éventuellement, si vraiment, il y a un manque flagrant de personnel, on va le rajouter sur le budget de l'année N+1, parce que bon, c'est difficile, et encore que les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales arrivent plus ou moins, mais bon, c'est pas non plus... attendez, je ne suis pas en train de dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Je vous disais simplement mon intervention... Non, mais c'est le prix maintenant. Vous vous rendez compte qu'il faut payer, même en province comme ça, c'était 2700 € il y a 2 ans, lorsque ma mère est partie. Et je quittais l'établissement, jamais l'esprit tranquille, en disant qu'est-ce qu'il y aura après-demain quand je vais revenir. Alors que ma belle-mère était dans un autre établissement, mais on n'a pas le choix. Quelquefois, moi j'en ai fait au moins 15 avant de trouver une place pour ma mère, il y a 5 ans. Alors, on va devoir conclure. Ce qui est quand même important ce qui est important quand même de rappeler, parce que j'ai des témoignages là qui arrivent, qui sont malheureusement assez accablants de personnes qui ont dû placer leurs parents ou de personnes qui travaillent. Il y a Laïka qui dit, moi je travaille la nuit, j'ai 20 patients que je surveille, c'est pas facile. Qui dit, la DAS prévient toujours, la direction nous demande toujours de tout cacher, le restant de l'année on nous dit de pas trop écrire dans les cahiers. Il y a Françoise qui dit, j'ai perdu ma maman âgée de 88 ans en juin dernier, elle est restée 4 mois dans un centre, ça a été la descente aux enfers, j'ai honte de ne pas avoir pu la garder auprès de moi. Tout à fait comparable de ce qui a été décrit hier. Non, mais heureusement, il ne faut pas généraliser, et je suis d'accord avec vous, Georges, il ne faut pas dire que c'est dans toutes les structures et ceux... Encore une fois, je ne peux parler que de ce que je connais. Moi aussi j'ai eu des parents, donc c'est pas... moi, ce que je voulais faire passer le message, c'est que au moins qu'on ait un signalement écrit du moment, de ce qui s'est passé, du moment et tout ça, et vous écrivez encore une fois au directeur de l'agence. Oui, ça a dû être fait, ça a dû être fait. Alors, le directeur de l'agence régionale de la santé... Mais finalement, au niveau du personnel, ça n'a pas beaucoup bougé parce que la personne qui y travaille là, depuis 5 ans, une amie de ma fille, finalement, elles sont toujours
autant surchargés de travail, quoi. Je veux dire, l'agence régionale de santé, les coordonnées, on les trouve. Sur n'importe de toute façon, il y a sur le site gouvernementsanté.gouv.fr, il y a tout. Donc, dans tous les cas, quand vous constatez s'il y a un problème, que vous constatez, on fait signalement par écrit à l'agence régionale de santé. Si vous voulez, c'est une longue chaîne. Certes, il y a effectivement le directeur, la gestion et le management des équipes, la répartition. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Les gens, les aides-soignantes, les AMP, les quelques infirmières, c'est un métier très difficile et chapeau bas à tous ces gens-là. Je veux dire, là, il n'y a aucun problème. Moi, où j'étais un petit peu, non pas choqué, où je voulais intervenir en disant, attendez, les agences régionales se sont mis en place, les boulons commencent, on va dire, à être relativement bien serrés. Il y a les directeurs, dans notre région, mais je pense que dans les autres régions aussi, on consigne de nous signaler, même pour eux d'ailleurs, il y a des directeurs des fois qui sont un peu surpris parce que on apprend un jour plus tard qu'il y a une personne qui est décédée, que la famille a été prévenue le lendemain ou dans des conditions j'allais dire pas humaines. C'est pas qu'ils sont pas humains, attendez, les directeurs sont très pas dans l'ordre des choses, pas normal, c'est pas régulier, quoi. Justement. Attendez, ne parlez pas en même temps, sinon on ne s'entend pas. Je voudrais simplement finir en disant que dans la Sarthe, il y a quelques mois, une personne d'une maison de retraite, c'est pas celle où était ma mère, mais il y a une personne qui est morte suite à un bain qui lui avait dans une baignoire où l'eau était trop chaude et elle a brûlé. Par exemple, ça malheureusement, c'est épouvantable. Il y a quand même des négligences. On n'est pas dans les négligences, on est dans la maltraitance. Malheureusement, elles vont trop vite. C'est 10 minutes par chambre et pas plus. Hein, donc si elles ont 15 je sais, madame. Mais si je vous dis, je le sais bien. Moi, j'ai connu dans 20 ans, un peu plus de 20 ans, malheureusement, deux cas. Un, c'était un hôpital psychiatrique. Bon, mais dans d'autres raisons. Encore une fois, au moins, signalez-le. Je veux dire que c'est ce qu'on peut dire, signalez-le, parce qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans la prise en charge des personnes âgées. C'est le moins que l'on puisse dire, vu tous les témoignages que je ne pourrais pas lire et qui m'arrivent en grand nombre. Il y a beaucoup à faire, et il y a quand même un vrai scandale dans le fait que de plus en plus de maisons sont un vrai business, et qu'à côté de ça, il y a une détresse quand même terrible. Donc il y a un affreux décalage. Donc il y a aussi l'ALMA. Attendez. Non, là il faut que je conclue. On peut pas parler ensemble. Il y a l'ALMA, c'est le numéro de maltraitance pour des personnes âgées ou des personnes handicapées, numéro national de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. C'est le 04 76 84 20 40. 04 76 84 20 40. C'est un numéro où il est également possible de faire des signalements. Merci beaucoup. Ce sera plus efficace d'écrire directement à l'agence régionale qui missionnera ce qu'on appelle des lettres de mission, un médecin inspecteur, un administratif au sens des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, et on verra bien exactement ce qui se passe. Je ne dis pas que tout est parfait, je le sais très bien. Loin de là. Il y a beaucoup de détresse, je le sais très bien, mais on essaye d'améliorer au maximum les choses. Et quand il y a vraiment un directeur j'ai entendu votre correspondant dire qu'il l'avait reçu pratiquement en la jetant pour parler comme ça, c'est inadmissible. Et le poids qu'a l'agence régionale, encore une fois, quand vous êtes dans tous les domaines, vous êtes seul, vous vous plaignez à juste titre pour quelque chose qui est innommable à la limite, c'est pas le même poids que lorsque c'est l'agence régionale qui débarque chez vous. Enfin, moi je dis que quand on a des maisons de retraite qui sont cotées en bourse,
Et savoir que la nuit, il y a que 2 personnes pour s'occuper de 40 patients, dans un pays où on atteint un triste record de 3 millions de chômeurs, il faudrait peut-être embaucher. Oui, parce qu'on peut pas d'un côté faire du business, les côtés en bourse, et puis en même temps dire que des personnes, elles sont livrées à 2 ou 3 personnes. Caroline, je peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolée. Je veux dire que je comprends, d'accord, mais les éternels débats, les privés, le public, il faudrait peut-être arrêter. Je veux dire, Pourquoi ? Le business, il y en a qui s'en mettent quand même plein les poches. Ouh, ça, je vous laisse Oui, mais la responsabilité de mes propos, mais tout à fait. Oui, il y a des actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Oui, pendant que des gens, effectivement, sont dans une détresse. Les 3/4 des établissements, c'est des établissements publics, du moins dans ma région, et c'est une grosse région. Non, mais je ne parle pas de cela. Oui, mais dans le public aussi, il y a des carences et des anomalies. Évidemment. Et effectivement, des choses qui ne devraient pas se passer. Moi, je parle du business qui se fait actuellement autour de certaines maisons de retraite. Oui, mais attendez, on est dans un autre registre. Je veux dire, on est dans un autre registre, ouais. Enfin, on est dans un registre. Il y a plein d'annonces actuellement, et si vous voulez investir, investissez. Oui, mais pas sur la détresse humaine. Oui, mais ça, c'est un débat philosophique. C'est un débat philosophique, c'est un débat éthique. C'est un débat éthique, justement. Oui, ça devrait vous concerner aussi. Je suis dans ce combat éthique. Oui, c'est pour ça que ça devrait vous parler. Vous dites c'est un autre débat. Non, c'est un débat. Non. Mais on est au cœur du sujet, je trouve. Il y a l'éthique, il y a la politique du gouvernement, et il y a ceux qui sont chargés de la mettre en musique. Alors je dis, moi, je fais partie de ces gens qui sont chargés de mettre en musique une politique, quelle qu'elle soit, parce que ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier, donc les ministères et les alternances politiques ont joué. Les choses s'arrangent, budgétairement parlant, c'est énorme. Il y a la Caisse nationale de l'autonomie, la CNSA, qui est chargée de jouer de gérer la dépendance. Encore une fois, tout est loin d'être parfait, mais encore une fois, essayons. C'est comme quand c'est la police, les gendarmes et les voleurs. S'il n'y a pas de plainte, comment voulez-vous qu'on essaye de faire améliorer le public ou de taper ça, s'il y a une chose qu'on a bien retenue, c'est effectivement de signaler. Ça, c'est clair. Qu'elle soit publique ou privée, d'accord, elles auront au même traitement s'il y a de la maltraitance. On a compris le fond du problème, effectivement, signaler dès qu'on a des cas de négligence ou de maltraitance. Je ne suis pas gestionnaire des budgets du ministère de la Santé. On est dans une crise. Il y aura toujours des gens qui vont en profiter. Au moins éthiquement, si on peut pour essayer d'améliorer les choses à notre petit niveau, dans une région, dans un territoire, ça s'appelle des délégations territoriales maintenant, les DAS. C'est comme ça. On a compris effectivement donc déjà ce qu'il fallait faire, mais il n'empêche que la question éthique se pose aussi. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention, et merci également à Françoise. Merci pour ce débat, et donc rappeler signalement à l'ARS. Merci, au revoir. Ce sujet vous fait réagir, en tout cas, le sort des personnes âgées dans les maisons de retraite. Brigitte dit, j'espère qu'il sera à nouveau question de ce sujet particulièrement révoltant. Oui, on en reparlera certainement. Cette émission est la vôtre, et si vous voulez parler de ce que vous vivez, que ça soit en tant que soignant, parce que vous avez un de vos proches qui est dans cette situation, bien sûr, s'il s'agit de dénoncer certaines choses, on le fera et on sera à vos côtés. Lina dit, au risque de me répéter, si les contrôleurs de ces maisons venaient sans prévenir, ils entendraient une autre musique, et je sais de quoi je parle. Alors je me suis trompée dans les numéros que j'ai donnés, c'est-à-dire que j'ai cité Alma, c'est bien le bon numéro, c'est 04 76 84 20 40, c'est Allo maltraitance des personnes âgées ou des personnes handicapées, et j'ai dit que c'était un numéro national. Non, le numéro national c'est 39 77 39 77. Là, c'est un numéro national de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. Voilà, vous avez aussi
aussi, c'est 2 numéros plus l'ARS. Donc voilà, surtout si vous êtes confronté à des situations de négligence, de maltraitance, signalez. Ne fermez pas les yeux, ne restez pas comme ça impuissant. On accueille maintenant Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Oui, merci. Je vous ai vu en fait il y a quelques mois, parce que suite au départ de mon épouse, qui m'avait quitté assez brutalement, on va dire, dans des circonstances un peu difficiles. Je vous avais eu, parce qu'à l'époque je cherchais un petit peu des réponses à des questions, des questions qui restent encore un peu aujourd'hui sans réponse. On va dire qu'aujourd'hui la situation a évolué et je vous appelle pour une autre histoire, qui découle directement de cette première histoire. Oui. En fait, suite à ce départ de ma femme, j'ai passé quelques moments très difficiles et je me suis inscrit. Je savais vraiment pas trop. J'essayais de comprendre. En fait, elle est partie sans rien me dire. J'essayais de comprendre un peu ce qui se passait. Je me suis inscrit sur un forum de discussion sur Internet pour personnes comme ça en difficulté sentimentale. C'est pas un site de rencontre, mais c'est un forum de discussion. Et j'ai rencontré une personne qui était dans le même cas que moi, qui venait de se faire quitter par son mari de manière comme ça, brutale, sans trop comprendre grand-chose. On a commencé à discuter, à échanger un petit peu sur nos expériences, à discuter, à échanger. Et puis, il s'est avéré qu'on n'habitait pas très loin l'un de l'autre, donc on s'est rencontrés. Et puis voilà. Puis finalement, cette personne m'a plu beaucoup et on a commencé une relation ensemble. Mmh. Ça fait maintenant presque 2 mois. Mais le problème qui se passe, c'est que, alors moi de mon côté, j'ai pas mal avancé je pense en tout cas, dans beaucoup il faut jamais crier victoire, mais je pense avoir beaucoup avancé à la fois dans le deuil, même s'il n'est pas encore fait, mais de ma précédente relation et du départ de mon épouse, et aussi j'ai avancé sur le plan matériel, tout simplement parce que tout est beaucoup plus avancé, tout est allé beaucoup plus vite de mon côté. Son divorce à elle est plus compliqué. Oui. Voilà, donc moi j'ai avancé pas mal. J'ai réfléchi aussi quand même avant de me mettre avec elle à ce que ce soit pas une relation pansement, comme on dit. Et, parce que même si j'avais souffert, je voulais quand même pas que la prochaine relation, qu'elle paye les pots cassés de tout ça, Donc j'ai réfléchi à ça et je pense vraiment ne pas m'être mis avec elle à la légère. Et c'est quelqu'un qui me plaît, tout simplement. C'est pas quelqu'un pour m'épauler. Mais de son côté, je sais pas. Je sais pas parce que même si... Qu'est-ce qui vous fait douter ? Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui ne montre absolument aucun sentiment. Alors on est ensemble. Je parle des mots surtout parce qu'au niveau des actes, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je veux dire. Oui, parce que vous dites qu'elle vous épaule, elle ne dit pas de mots d'amour. Non, et en fait, je sens bien qu'il y a un blocage, Mais vraiment un gros blocage. Le moindre, c'est même pas un mot d'amour, on parle même pas, c'est même un mot de tendresse. Le moindre truc, le moindre tu me manques ou je sais pas, alors, on sent qu'il y a un blocage énorme. Alors ma question, c'est de savoir si ce blocage-là peut être lié au fait qu'elle ait beaucoup souffert et que tout simplement elle n'a pas encore fait son deuil. Je sais pas comment réagissent les femmes, généralement, quand elles sont en instance du divorce et quand elles ont un peu comme ça... elle est en instance de divorce, donc c'est peut-être compliqué, vous voyez, prononcer les mots. Elle a peut-être besoin de s'assurer, d'être certaine que vous aussi, qu'elle est dans quelque chose où elle peut se lancer. Elle dit peut-être pas ces mots-là comme ça à la légère. Ça a une importance pour elle. Vous voyez, il y a des personnes qui disent ces mots, des mots tendres, des mots d'amour très facilement, mais qui après, finalement, ils les retirent tout aussi vite. Ouais, donc, c'est vous qui êtes en attente, vous avez besoin d'être rassuré, mais vous dites qu'au fond, elle a des gestes, elle a des actes, elle est attentionnée vis-à-vis de vous. Oui, relativement, oui. Oui. Ça fait que 2 mois que vous êtes ensemble. Ça fait un peu plus longtemps qu'on se connaît, mais... Oui, mais véritablement que vous êtes dans cette relation amoureuse. Ça fait un petit peu moins de 2 mois, ouais. Vous vous rendez compte, c'est quand même très tôt. C'est sûr, mais on se connaît quand même depuis, 4-5 mois. Oui, d'accord, mais entre vous connaître et être dans la relation amoureuse, c'est différent.
C'est-à-dire dans une relation où vous attendez, vous, des mots tendres, des mots d'amour. Je suis bien d'accord. Mais Vous voyez en fait, je suis dans une situation un peu inconfortable parce que... Pourquoi? Je sais pas, parce que j'étais un peu traumatisé moi aussi par ma précédente relation qui fait que ma femme jusqu'au dernier moment m'a fait croire que tout allait bien avant de me quitter comme ça subitement, mais vraiment jusqu'au dernier moment, hein, jusqu'à 2 heures avant, elle me disait encore je t'aime, quoi. Et maintenant j'ai un besoin d'être rassuré, mais... Et oui, mais vous voyez comme c'est paradoxal. Finalement, votre femme jusqu'au dernier moment vous disait encore je t'aime, et ça ne l'a pas empêché de vous quitter. Et aujourd'hui, vous demandez, vous vous inquiétez parce que cette femme ne vous le dit pas. Et vous vous demandez si réellement elle vous aime et si vous pouvez vous engager. Donc vous voyez que parfois il ne faut pas trop forcément se fier aux mots. C'est pas ce qui va vous rassurer, il faut que vous donnez du temps. Il faut que vous preniez le temps et ce temps-là, c'est pas du temps perdu, c'est du temps où vous allez reprendre confiance en vous, Christophe. Vous voulez aller vite pour vous rassurer parce que vous avez été traumatisé. Il faut l'accepter. Oui, c'est traumatisant ce que vous avez vécu. Et tous les deux, vous avez été blessés. Prenez le temps, l'un et l'autre, et vous verrez bien. Pourquoi c'est déjà un beau cadeau là de la vie de vous être rencontrés. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Il faut qu'on se quitte. On pourra se rappeler un peu plus tard. Vous me direz où vous en êtes de votre relation. D'accord ? Mais rassurez-vous. Hein ? Bonne nuit, Christophe. Au revoir.